Salut, on va parler de l'européenne, la dernière ligne. On va la mettre. Hop. À pile une semaine des élections européennes, les candidats jettent donc leur toute dernière force dans la bataille. Appel à la mobilisation pour Jordan Bardella, Gabriel Attal qui pilonne le RN, mais aussi Raphaël Glucksmann en l'assimilant à la NUPES. Les écarts peuvent-ils encore bouger? Quelles conséquences politiques si le Rassemblement national fait plus de 30%? Emmanuel Macron peut-il en rester à ses seules conséquences européennes? On en parle avec nos spécialistes de la politique. Oui, Jean-Yves Le Drian a failli oublier ses lunettes. Tout va bien. Bonsoir à tous. Je salue en premier Neila Latrousse, chef du service politique de BFT. Bonsoir Neila. Yael Gauze. Bonsoir Benjamin. Très heureux de recevoir sur ce plateau, chef du service politique de France Inter. Et on est tout aussi heureux de recevoir Gilles Finkelstein de la Fondation Jean Jaurès. Bonsoir Gilles Finkelstein. Bonsoir. Et Charles Consigny, avocat, observateur avisé de la vie politique, ça va? Chef du service politique du barreau, si vous voulez. Voilà, je ne savais pas que ça existait, mais c'est une information. Je commence avec vous, Gilles Finkelstein. Notre sondage du jour est là pour la Tribune Dimanche et BFM TV, donne un Jordan Bardella très largement en tête. On va voir les chiffres, 32,5%. Valérie Ayé, moitié moins. Raphaël Glucksmann, 13%. On va bien sûr, tout au long de ce débat, prendre les dynamiques des uns et des autres dans le détail. Mais d'abord, d'un point de vue général, ça bouge pas beaucoup ces derniers jours. Est-ce qu'au fond, la cristallisation, elle a déjà eu lieu ou, comme on le dit souvent, dans les européennes, ça se joue au tout dernier moment, donc il peut encore y avoir des phénomènes électoraux importants? Alors, ça ne bouge pas beaucoup si on se concentre sur les tout derniers jours. Si on met tout ça un peu plus en perspective sur 2 mois, sur 3 mois, sur 4 mois, ça bouge beaucoup. Et il y a des tendances qui sont des tendances assez continues de progression du Rassemblement national. C'est plus 5 points par rapport à novembre. De progression de la liste de Raphaël Glucksmann pour le Parti socialiste et Place publique, pareil, 3-4 points en plus, et de dynamique à la baisse de pour Renaissance et pour Europe Écologie Les Verts. Donc ça, c'est les tendances, disons, sur une période longue. Qu'est-ce qui peut se passer dans la dernière semaine? Est-ce que la cristallisation, comme on dit, est faite? On explique, la cristallisation, c'est le moment où les électeurs se fixent sur le vote qui va être le leur le dimanche. Voilà, où leur vote est considéré comme définitif. Il y a fort longtemps, lorsque j'étais étudiant, on disait dans une campagne présidentielle que la cristallisation se faisait au mois de février. Bon, maintenant, on sait que la cristallisation, elle se fait le jour du vote. Oui, 1 heure avant de rentrer dans l'isoloir. Et parfois même dans l'isoloir, donc c'est jusqu'au dernier moment. Et là, il y a, je crois, à la fois une incertitude sur ce que sera la participation. On est aujourd'hui aux alentours de 45, 46, 47% de participation estimée. Ça peut être au-delà, c'est ce qu'on avait observé en 2019. Il peut y avoir un enthousiasme. Enthousiasme, peut-être que le mot est... En tout cas, plus que dans des élections locales où est un peu ces fort. dernières années, oui. Vous n'avez pas tort, parce que depuis 2017, quand on regarde l'ensemble des élections, à l'exception des 2 élections présidentielles, c'est l'élection qui rassemble le plus. C'est l'élection un peu plus. C'est la seule où on était au-delà de 50%. Donc on ne peut pas exclure qu'on soit au-dessus de 50%. Donc participation. Et puis il peut y avoir des mouvements entre les électeurs qui aujourd'hui expriment une intention de vote. Vous avez en gros un tiers d'entre eux qui dit mon choix n'est pas définitif, donc rien n'est fixé. On va détailler tout ça avec vous, Neila et Charles, mais juste avant, Yael Gauze, il faut se souvenir notamment, c'est un précédent qui est souvent cité, en 2019, les derniers sondages du vendredi avant le vote du dimanche, Yannick Jadot, il est quoi, 4 ou 5 points en dessous, François-Xavier Bellamy, c'est l'inverse, donc voilà. Ça veut dire que là, le pari de ces candidats, c'est de se dire, en fait, c'est comme si la campagne a commencé aujourd'hui. C'est l'idée de Gabriel Attal qui dit c'est maintenant que ça commence. Et c'est vrai qu'en 2019, vous aviez des marches pour le climat, énormément de mobilisation autour de l'enjeu écologique, de l'éco-anxiété. Donc le vote Jadot a monté en flèche dans les tout derniers jours. Et de l'autre côté, François-Xavier Bellamy, rappelez-vous, c'était déjà le sujet fin de vie sur l'affaire Vincent Lambert. Qu'il a plombé il a vraiment plombé dans les derniers jours parce qu'il a parlé avec ses tripes, il a parlé avec ses convictions, mais c'était pas forcément le bon moment et pour aller chercher très largement la société française. Donc il peut y avoir ce phénomène. Moi, je crois quand même qu'il y a des choses qui sont installées. Je crois que le vote RN, Ipsos le dit, d'autres instituts le disent, est très installé dans un vote au-dessus de 30%. J'ai regardé ce qui serait, si ça se produit, la première fois depuis 1984 dans une élection européenne que un parti atteint ce niveau-là. À l'époque, c'était en 84, c'était RPR-UDF. Oui, c'est ça, c'était Simone Veil qui menait la liste. 2 partis ensemble, RPR-UDF, 84, c'était Mitterrand qui était sanctionné dans les urnes en 84, 43%.
Voilà, mais sinon ce sera du jamais vu pour le RN, un record. Et de l'autre côté Emmanuel Macron, il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est que depuis le discours de la Sorbonne 2, le 24 avril, eh bien l'émetteur n'a pas réussi à émettre le message qui réveille son électorat 2022. C'est fou. Voire il a agi comme un repoussoir. Oui, mais c'est fou parce que tout était écrit comme sur du papier à musique. Il y aurait d'abord Xi Jinping à Paris, puis la grande visite d'État en Allemagne avec Olaf Scholz, puis, et là on verra si ça marque ou pas les Français, le débarquement, les 80 ans, avec Joe Biden, dîner d'État samedi soir, jusqu'au dernier moment, qui sera, pour en reparler, une manière pour Emmanuel Macron de faire de la campagne électorale sans le dire en parlant de la mémoire en Europe. Et d'ailleurs, on a appris il y a un instant que le président de la République prendrait la parole jeudi soir chez nos confrères de TF1 et France 2 pour parler d'international, une façon encore une fois de se rappeler aux Français quelques jours avant le scrutin. Neila, on va essayer de décomposer. Prenons Jordan Bardella. Ils ont tenu meeting avec Marine Le Pen cet après-midi, à quelques mètres d'ici, d'ailleurs au Dôme de Paris, avec un message, il faut se mobiliser, rien n'est fait. Est-ce que c'est une sorte de coquetterie ou est-ce qu'il y a vraiment une crainte du côté du RN qu'à la fin, il y ait une forme de déception s'ils sont en dessous de 30 ? Il y a la crainte de la déception en dessous de 30 parce que c'est l'objectif qui a été affiché dès lors que les sondages ont commencé à donner la liste de Jordan Bardella au-delà de ce seuil, avec cette idée au fond que un Rassemblement national en tête mais sous les 30 ne serait vu que comme un Rassemblement national qui finalement fait moins que prévu, est plus friable et plus prenable qu'on ne le dit. Cela dit, lorsqu'on interroge les proches de Jordan Bardella, Marine Le Pen elle-même, il y a assez peu de crainte à ce stade sur le fait que la liste de Jordan Bardella sera en tête, qu'elle sera largement devant celle du numéro 2. En revanche, là où il y a une forme de coquetterie, pour reprendre votre terme, et c'est aussi l'autre message qui a été martelé lors du meeting du Dôme de Paris, c'est que en réalité, Jordan Bardella et Marine Le Pen, le duo, ayant fait de cette élection le jour 1 de l'alternance, une façon de dire que le plafond de verre en dessous duquel ils étaient condamnés élection nationale après élection nationale pouvait exploser. Et bien, de fait, plus l'écart est grand entre la liste de Jordan Bardella et celle de Valérie Ayé, plus ce sera aussi un argument de campagne pour Marine Le Pen pour dire, voyez, on nous disait que la présidentielle n'était jamais pour nous. Finalement, c'est possible. C'est en réalité une étape de campagne de la présidentielle, bien plus qu'une campagne européenne à proprement parler pour Jordan Bardella et Marine Le Pen. Charles Consigny, on va parler dans un instant de la majorité. Ce qui est frappant dans ce score dans les sondages, même s'il faut rester prudent, et bien sûr ça ne préjuge pas du résultat dimanche prochain, c'est le fait que tout glisse sur Jordan Bardella. On a dit dans cette campagne, il est prenable sur le fond. Il y a des inexactitudes dans ses propositions. Il est mis en difficulté par le Premier ministre Gabriel Attal à la télévision dans un débat regardé par près de 4 millions de personnes. Il ne se passe rien. Ça reste au-dessus des 30. On verra le résultat final. Moi, je pense qu'il bénéficie aussi de la lame de fond qui porte en ce moment le Rassemblement national. Depuis surtout, je crois, les législatives de 2022 qui leur ont donné 89 députés et qui les ont beaucoup institutionnalisés. Je pense que Marine Le Pen a réussi apparaître comme la candidate qui soutient les classes populaires. C'est vrai ou pas, c'est contestable, mais en termes d'image et de communication, je crois qu'elle a réussi. C'est plus fort que tout le reste, c'est plus fort que les inexactitudes, que les critiques émises sur Jordan Bardella. Le problème, non mais Jordan Bardella, tout le monde voit bien que c'est pas Dominique Strauss-Kahn ni Jean-Yves Le Drian en termes de compétences, d'expérience. C'était intéressant d'entendre Le Drian, ça change de beaucoup de responsables politiques qu'on a aujourd'hui. C'est comme quoi l'expérience c'est aussi utile. Mais il n'est pas là pour ça en quelque sorte. Il est la normalisation et le rajeunissement du Front National. Donc, quand on voit d'où ils partent et qu'on voit où ils arrivent, c'est sûr qu'il y a eu quand même un phénomène, un travail assez important. Et moi, je suis très frappé, par exemple, de son succès chez les jeunes. Les jeunes, C'est incroyable, le nombre de jeunes dans les meetings, le nombre de jeunes qui le soutiennent ouvertement sur les réseaux sociaux, y compris des jeunes qui sont pas... qui sont de milieux dans lesquels normalement jadis ça ne se faisait pas. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Une désinhibition du vote Bardella. Qu'on peut expliquer par plein de raisons. Il leur ressemble, il leur parle sur TikTok, voilà. Après, est-ce que tout ça c'est du long terme ? Moi, j'en suis pas forcément certain. Je pense qu'il peut aussi lasser au bout d'un moment. Sur Jordan Bardella, Gilles Finkelstein, puis Yael Gauze. Oui.
un mot. Neila Latrousse demandait plafond de verre. Tout à l'heure, Yael Gauze disait que ça serait la première fois qu'une liste fait 30% depuis 84. Ça serait la première fois aussi depuis 1984 qu'il y ait 15 points d'écart entre le premier et le deuxième, quel que soit le deuxième. Et quand on regarde la structure de l'électorat de Jordan Bardella aujourd'hui, moi ce qui me frappe, c'est pas tellement le score qu'il fait chez les jeunes ou dans les milieux populaires chez lesquels il était déjà plutôt fort. Chez les catégories qui étaient jadis inatteignables. C'est l'élargissement de ce socle. C'est vrai chez les cadres supérieurs et c'est vrai chez les personnes les plus âgées. Maintenant, non seulement chez les 60-69 ans, mais chez les plus de 70 ans, c'est le Rassemblement national qui est en tête. Et c'est cet élargissement-là, je crois, s'il se confirmait, qui serait l'événement majeur. Yael Gauze, sur effectivement cet élargissement du socle électoral. Élargissement est tellement sur d'eux qu'aujourd'hui, ils osent tout au RN, y compris mettre de dos un gendarme sur un flyer, sur une affiche, sur un clip de campagne, en disant « Moi, gendarme, je vote Bardella ». Ça, de mémoire de journaliste politique, on n'a jamais vu une privatisation comme ça d'une fonction publique militaire à des fins politiques. Ça dit quelque chose, ça dit aussi l'énorme confiance en eux qu'ont les cadres du RN en ce moment, parce que l'armée, c'est la grande muette, l'armée n'est pas censée voter. Je crois que le ministre, des Armées, Sébastien Lecornu, a réagi. Énormément de gens ont réagi, tout le gouvernement a réagi, même le porte-parole de la gendarmerie nationale a réagi. Voilà, on arrive à ce niveau où on est même capable maintenant d'afficher des catégories, des CSP qui disent « Moi, telle profession, je vote RN ». Voilà, et pour revenir au débat qui, effectivement, ce soir-là, Gabriel Attal, sur France 2, a gagné par points, pas par KO, contre Jordan Bardella. Mais qu'est-ce qui est fait après du débat? C'est toute la différence entre un débat que vous suivez pendant 2 heures, 3 heures, en direct, et la TikTokisation et le découpage qui ne fait que conforter votre communauté de fans, en fait. Et effectivement, chez Bardella, ils ont découpé les moments où ça allait bien pour lui. Donc après, ceux qui sont déjà convaincus sont encore plus convaincus. Je voudrais qu'on passe à la majorité. C'était hier que Valérie Ayé tenait son grand meeting de campagne à Aubervilliers, avec toute la majorité mobilisée, notamment le Premier ministre Gabriel Attal. Écoutez ce qu'il disait hier sur la scène des docks de Paris à Aubervilliers. Et l'extrême droite, elle menace d'envoyer depuis la France son plus gros bataillon au Parlement européen. Est-ce ça l'image que les Français veulent envoyer à l'Europe et au monde? Je pose cette question très solennellement, très fermement, avec beaucoup de gravité. Voulez-vous vraiment qu'en 45 ans, entre 1979 et 2024, le visage de la France en Europe passe de celui de Simone Veil à celui de Marine Le Pen? J'entends Charles Consigny dire « Oh là là », je vous donnerai la parole dans un instant, mais Neila Latrousse, c'est quoi, c'est panique à bord, là, une semaine avant le scrutin? D'abord, je trouve que de ce point de vue, c'est assez habile ce que dit Gabriel Attal de faire la référence 79 à Simone Veil, parce qu'évidemment, on n'est pas simplement dans le comparatif de deux femmes politiques qui ont marqué leur époque pour le meilleur ou pour le pire, je laisse chacun juge. On est surtout dans un appel à une cible particulière d'un électorat. On regarde l'électorat des européennes, ça se confirme près à toutes les élections, mais c'est encore plus vrai aux européennes qui sont une élection où il y a assez peu de participation. Ceux qui se rendent le plus aux urnes, c'est les plus de 69 ans. En fait, c'est très clair, très net. Il me semble qu'en 2019, il devait être 65% à s'être rendu aux urnes quand il était 65% dans les moins de 35 ans à s'être abstenu. Donc on est vraiment sur un vote par catégorie d'âge. Et donc faire appel à Simone Veil et dire souhaitez-vous que l'Europe soit passée de 1979 à aujourd'hui, etc. Ça parle à ceux qui se souviennent de ce qu'était l'Europe de 1979. Donc de ce point de vue-là, c'est assez habile. Ensuite, est-ce que c'est panique à bord du côté d'Emmanuel Macron? Pas véritablement, puisque on se dit tout dans cette émission. Le sport national en ce moment, dans la majorité, anticipant une défaite éclatante, c'est de savoir qui emportera la responsabilité. Est-ce que c'est Valérie Ayé toute seule? Est-ce que c'est le président de la République qui aura nationalisé le scrutin ou qui aura été sur les tracts? Est-ce que c'est Gabriel Attal parce qu'il n'aurait, selon certains, pas assez participé? Est-ce que c'est la faute de tout le monde? Est-ce que c'est la faute des ministres qui ont fait des annonces qu'ils n'auraient pas dû faire? Donc, plus que panique à bord, on est déjà on commence à trouver les responsables. Les rats quittent le navire sans commentaire aucun sur les uns et les autres et sans vouloir manquer d'élégance. Pourquoi oh là là quand vous entendez mais parce que moi, je suis très choqué, d'abord, de gagner toujours par la peur. C'est quand même une constante, qu'on les aime ou pas, qu'on les soutienne ou pas.
Mais c'est quand même une constante du macronisme que de toujours faire peur aux bourgeois au dernier moment pour s'assurer de son suffrage. Et moi, je suis désolé, mais j'attends quand même autre chose de la politique. Je pense qu'on peut gagner par adhésion, qu'on peut gagner par entraînement, par conviction, et qu'on n'est pas obligé d'effrayer les gens pour les conduire à voter pour vous. Ensuite, l'instrumentalisation systématique de l'histoire, alors que on le sait, par stratégie électorale, Emmanuel Macron a toujours fait en sorte de se retrouver uniquement face au Rassemblement national, en espérant toujours le contenir sous la barre qui lui permet de franchir une majorité. Donc faire ce travail-là de mise en scène, moi je me souviens, mais même il n'y a pas longtemps, les fameux entretiens de Saint-Denis, là où je ne sais plus comment ça s'appelait, rencontre de Saint-Denis, où Jordan Bardella était mis sur une espèce de piédestal, était complètement magnifié, etc. L'organisation du débat, Bardella-Attal, ça, tout est fait quand même pour qu'il y ait un seul adversaire, c'est le RN. Et venir ensuite faire mine d'en avoir peur, de considérer, etc. Je trouve qu'il y a une forme de versatilité dans la... mais même une hypocrisie qui me paraît choquante. Et enfin, j'étais assez intéressé quand même de voir... je pense que le fond du problème qu'ils ont, et je le dis sans hostilité, c'est qu'ils ne savent plus pourquoi ils se battent. Et je voyais par exemple Dupond-Moretti, qui est quand même un mec de très bon niveau, Éric Dupond-Moretti, qu'on l'aime ou pas. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a montré qu'il était capable de beaucoup de choses. Je le voyais dans ce meeting, on savait bien qu'il se demandait ce qu'il faisait là. C'est-à-dire, ils savent plus bien pourquoi ils se battent. Donc le dernier truc, ça devient se battre contre cette extrême droite qu'on a tout fait pour mettre le plus haut possible. Il y a quelque chose qui bug à ce stade. Je donne la parole dans un instant à Gilles Finkelstein, mais Yael Gauze, qu'est-ce qui ne va pas dans cette campagne? Est-ce que c'est un problème de candidate? Est-ce que c'est un problème d'antimacronisme? Est-ce que c'est les vents populistes qui soufflent en Europe qui mettent Jordan Bardella à ce niveau-là et donc qui font dégringoler Valérie Ayé? Est-ce que c'est le retour de la social-démocratie que pointait du doigt il y a un instant Jean-Yves Le Drian en expliquant qu'au fond, Raphaël Glucksmann était un faux doloriste et un faux social-démocrate? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est un peu tout ce que vous avez dit en même temps, mais je crois qu'il y a des choses exogènes, des choses endogènes. Ce qui est extérieur à la campagne, c'est l'actualité, les crises. Et on sait qu'Emmanuel Macron a été servi en termes de crise, c'est vraiment le président des crises. Et là, vous avez vu dernièrement quand même, donc il y a Gaza évidemment à gérer à l'international, la Nouvelle-Calédonie, on en sort à peine. Voilà, vous avez une succession d'événements qui sont venus percuter le récit qui aurait dû être séquencé de la campagne côté Macron. Et puis, est-ce qu'il y a à l'intérieur des équipes de campagne, Élysée, Matignon, Renaissance, tout ça doit s'articuler, c'est pas forcément évident. Est-ce que c'est une campagne européenne ou une campagne nationale? Et on a zigzagué en permanence. Confère la semaine dernière, Gabriel Attal qui développe toute sa réforme de l'assurance chômage avant que ne démarre la période de réserve du gouvernement. Alors même que Raphaël Glucksmann progresse, comme s'il voulait au fond... Donc si c'est une campagne européenne... S'il ne voyait pas que des macronistes de gauche pouvaient être tentés de se dire « moi je veux pas de cette réforme ». Si c'est une campagne européenne, on en parlera le 9 juin au soir ou le 10 juin. Voilà, sauf que tout a été mélangé. Et aujourd'hui, le grand casse-tête, la grande difficulté au sein de l'exécutif et de la majorité, c'est les conséquences. Seront-elles des conséquences européennes? Non, pas seulement. Pour l'instant, ils sont sur des conséquences européennes. Oui, mais vous avez entendu François Bayrou dire qu'il faudra un nouveau paysage politique. Il y a Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. l'a dit. Il faudra qu'on s'interroge collectivement, mais on ne pourra pas faire comme si de rien n'était. Oui, ceux qui veulent devenir Premier ministre et Bruno Le Maire qui dit des conséquences nationales. Chez vous hier, Benjamin, et qui dit hier non, Gérard Larcher, j'en veux pas, Gabriel Attal est très bien, qu'il reste à Matignon. Pour quelle raison? Il a peur pour la continuité de son avenir à Bercy lui-même. Non, mais la question, c'est ça, c'est quelles seront les conséquences le 9 juin au soir si le total extrême droite fait 40%. Gilles Finkelstein, puis Neyla sur ce sujet. Il y a, pour Emmanuel Macron, quand on regarde ce qu'étaient ses électeurs en 2022, il fait 28% au premier tour de l'élection présidentielle. Il a un problème de mobilisation, c'est-à-dire que il y a ces électeurs ne veulent pas les voter. Il y a un peu plus, pas beaucoup plus, un peu plus que Marine Le Pen. C'est 50% des électeurs d'Emmanuel Macron, 52% des électeurs de Marine Le Pen. Donc c'est un petit problème de mobilisation. Il a surtout un problème de fidélisation. C'est-à-dire que, y compris ceux qui vont voter, ne votent pas, ne revotent pas ou revotent moins pour Valérie Ayé que ce n'est le cas pour Marine Le Pen. 90% des électeurs de Marine Le Pen de 2022 qui vont voter votent pour Jordan Bardella, on est à 55% seulement pour Emmanuel Macron. Ça veut dire quoi par rapport à cette question, quelle est sa stratégie? Il ne peut pas, je crois, essayer de récupérer ceux qui sont partis. Et donc c'est juste essayer de mobiliser les siens. C'est mobiliser les siens, et ce faisant, la question, je crois, n'est plus pour le coup
les personnes les plus âgées. Parce qu'il les a. 68% des électeurs de Valérie Ayé ont plus de 60 ans. Il y a une déformation démographique de cet électorat. Certains disent que c'est l'électorat de François Fillon en termes d'âge. Qui est considérable. Oui. En revanche, quand vous regardez la sociologie des macronistes qui s'abstiennent, 32% seulement ont plus de 60 ans. Ça veut dire que c'est plutôt des jeunes. Et donc, Simone Veil, ça, je ne suis pas sûr que ça parle énormément à cet électorat-là. En revanche, quand on regarde là aussi dans le détail ce qu'ils pensent, eux sont relativement favorables à la limitation des indemnités chômage. Et donc, peut-être que là, il y a quelque chose qui joue. Neila, je vous donne la parole. Juste une information qui vient de tomber. Je faisais référence au fait que le président de la République allait se prendre la parole à la télévision jeudi soir sur TF1 et France 2. Les oppositions commencent à s'agiter, si j'ose dire. Éric Ciotti, le patron des Républicains, qui va saisir l'Arcom pour que l'opposition puisse avoir les mêmes temps de parole. Donc là, Neila, au fond, on va avoir une dernière semaine de campagne avec une sorte de combat entre d'un côté les candidats Raphaël Glucksmann, François-Xavier Bellamy qui vont dire c'est un scandale que le président s'investisse, utilise l'international comme une sorte de paravent pour en fait essayer de mobiliser ses électeurs. C'est ça la chorégraphie est jouée d'avance ? Oui, en s'appuyant sur une jurisprudence qui est celle de l'Arcom après le discours de Sorbonne 2 où le gendarme de l'audiovisuel ou le comptable des temps de parole de l'audiovisuel avait jugé qu'au final ce n'était pas un discours d'un président membre du Conseil de l'Europe, quoique je crois que je comprends que le Conseil européen, je parle du Conseil de Yael. Conseil de l'Union européenne. Mais que c'était au final le premier soutien de Valérie et le fait est que, à vrai dire, que le président soit sur les tracts aux côtés de la candidate n'aide pas farouchement à la clarté quant au moment où il prend la parole en tant que chef d'État et au moment où il prend la parole en tant que soutien de Valérie Ayé. Sur les conséquences nationales, moi, je donne rendez-vous à peu près tout le monde le 9 juin au soir sur Attention, BFM ce que TV. vous dites, c'est enregistré. Non, mais je mets au défi le moindre téléspectateur de trouver une conséquence européenne dans ce qui sera dit par les différents politiques que nous aurons sur notre plateau. Ce sera que du national. Mais évidemment, et y compris dans la majorité. Donc, on est là aussi sur du classique de campagne. Non, il n'y aura pas de conséquences nationales. Et vous verrez que tous ceux qui ont une petite ambition en Macronie s'empresseront d'être sur les plateaux pour expliquer que évidemment il y a eu des erreurs et qu'il faut corriger et qu'ils seront évidemment les meilleurs pour le faire. Avant de passer au duel du dimanche entre Robert Ménard et Laurent Geoffrin, j'aimerais qu'on analyse une dernière dynamique, c'est celle de Raphaël Glucksmann. Lui aussi a fait un meeting, sa grande phrase, du moins celle qui a été retenue, c'est « Moi je veux une gauche, Yael Gauze, ni Jupiter, ni Robespierre ». D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon lui a répondu en disant « Oh là là, la gauche qui veut pas se revendiquer de Robespierre, ça commence mal, Robespierre c'est liberté, égalité, fraternité ». Sur la dynamique Glucksmann, il peut passer devant Valérie Ayé, il peut réussir à renouveler cette social-démocratie dont Jean-Yves Le Drian ne voulait pas entendre parler, incarnée par Raphaël Glucksmann. Pas de boule de cristal, mais c'est l'une des clés de lecture du scrutin dimanche soir. Clé de lecture secondaire, parce que la première clé de lecture sera le poids du RN dans le paysage politique français. Mais ensuite, est-ce que oui ou non, il y a une possibilité d'arriver deuxième ou pas ? Ça va se jouer sur les derniers hésitants, bien sûr. Ça va être à ce niveau-là que va se jouer le match, avec une réalité, c'est que tout le monde se bagarre sur l'héritage. Alors, ni Robespierre ni Jupiter, par contre, tout le monde veut Badinter et tout le monde veut Jacques Delors. Et d'ailleurs, quand ce midi je lui dis et alors la gauche de François Hollande, là, silence gêné. Alors, vous avez un meeting de François Hollande qui ne plaît pas du tout à Raphaël Glucksmann, c'est jeudi soir à Limoges, fédération socialiste locale. Mais effectivement, aujourd'hui, François Hollande n'est pas la meilleure garantie, le meilleur moteur pour finir la campagne pour Raphaël Glucksmann. Donc, ils le tiennent à distance. Mieux vaut un Lionel Jospin de gauche plurielle ancienne époque que le François Hollande encore trop frais dont on a fait l'inventaire. Voilà un petit peu. Est-ce que Raphaël Glucksmann peut doubler Valérie Ayé ? En tout cas, il y a aujourd'hui une porosité des électorats sociodémocrates qui étaient tentés par l'aventure Emmanuel Macron en 2017, qui aujourd'hui ont tendance à retrouver un petit peu les idéaux d'avant, de l'époque Jospin ou d'avant. Mais tout ça ne fait pas un vote très jeune. Contrairement à la France Insoumise. Donc vous avez une guerre aussi générationnelle. Contrairement à l'image que peut renvoyer Raphaël Glucksmann. Non. C'est plus sur les réseaux sociaux. Plus de 50 ans. D'où l'appel très fort à la jeunesse, parce que c'est ce qui lui manque aujourd'hui, contrairement à Manon Aubry. Il fait une bonne campagne. Non, mais il reste encore des gens de gauche. J'ai assez peu de doutes sur le fait que vous. Malheureusement, en France, il y a encore des gens qui trouvent qu'on paye pas assez d'impôts, c'est très bien. Moi, je pense qu'on dépense pas assez d'argent public, libre à eux. Mais surtout, ce que je crois, c'est que Glucksmann, contrairement à Ayé, il sait pourquoi il se bat.
il croit à des choses. Il a des vraies idées. Il est vraiment pour l'Europe. Il pense vraiment que l'Europe aurait dû plus s'investir pour les Ouïghours qui subissent un traitement abominable en Chine et que notre silence est coupable. Il croit à ce qu'il raconte. Et je pense que son succès en ce moment, on verra si ça va au bout. Je crains qu'il ait des problèmes quand même avec la candidate LFI qui, mine de Manon rien, Aubry, résiste bien parce qu'elle est plus à gauche que lui et il y a beaucoup de gens qui votent pour celui qui est quand même le plus excité dans une famille ou une autre. Et donc, fatalement, ça va le faire baisser un peu. Mais je pense que pour le coup, lui, il incarne une certaine nostalgie de gens qui voudraient qu'on recommence à défendre des convictions un peu établies, y compris un peu vieux parti. Moi, je trouve qu'il ressemble un peu à un candidat de cette série Baron Noir. Je trouve qu'il a tout à fait le profil, c'est Mouglalis, mais en version en homme. Non, comment elle s'appelle? Je sais pas si nos téléspectateurs ont regardé Baron Noir. Comment elle s'appelle, l'actrice qui joue la présidente? Oui, enfin, qui joue la candidate socialiste. C'est Mouglalis. Oui, voilà. Bon, je trouve qu'il a tout à fait le profil. Il est bobo, il est tout à fait, voilà, il a ce truc. Et je pense que en fait, il y a une certaine nostalgie de gens qui se disent, je vais me remettre à voter à gauche, comme je l'ai toujours fait. Je trouve que c'est un candidat assez rive gauche. En tout cas, Raphaël Glucksmann sera heureux d'avoir le soutien de Charles Consigny. Non, il n'a pas mon soutien. Gilles Finkelstein, il a ma sympathie, mais je vous voyais. Il en serait surpris. Je vous voyais faire la moue sur l'enjeu, voilà, de qui va gagner le match à gauche. C'est vrai que Manon Aubry fait une campagne très offensive sur la question notamment palestinienne et de ce qu'il se passe à Gaza. Il faudra aussi regarder dans une semaine, voilà, ce match à gauche. Oui, enfin pour l'instant, je ne sais pas si c'est Manon Aubry qui fait une campagne très offensive, parce que en l'occurrence, je trouve que c'est plus Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan que Manon Aubry qui semble un peu dépossédé de sa campagne. En tout cas, il y a un espace politique pour la social-démocratie qui s'était ouvert avec à la fois la droitisation de Macron et la radicalisation de Mélenchon. La question était, est-ce que cette social-démocratie est capable d'occuper cet espace, et je crois que c'est ce qu'a réussi à faire avec une bonne campagne Raphaël Glucksmann, à la fois avec une clarté de position européenne, mais c'est peut-être là pour ça que je levais un sourcil avec le parallèle avec Baron Noir. Je crois qu'il a aussi dégagé une sincérité dans ses convictions. Avec quand même, Gilles Finkelstein, quelques points d'ambiguïté sur la question de l'immigration, sur la question du nucléaire, où on sent parfois qu'il ne veut... Sur la question de la réforme des retraites aussi, où il est ciblé par la France insoumise, où on sent que il se dit aussi peut-être qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens et que, voilà, pour renouveler la social-démocratie, il faut aussi ne pas aller sur certains sujets qui seraient trop irritants. Alors après, chacun cherche les ambiguïtés des autres, puisque lui-même a pointé l'ambiguïté de Valérie Ayé avec un groupe Renaissance dans lequel il y a notamment les Néerlandais. Donc chacun cherche les ambiguïtés des uns et des autres. Mais en tout cas, je crois qu'il a su développer une offre politique et que c'est ça qui explique aussi que ce soit lui qui ait capté cet espace entre Mélenchon et Macron. Un tout dernier mot, Neila Latrousse, avant de retrouver nos deux débatteurs qui sont juste derrière les caméras, Robert Ménard et Laurent Geoffrin, et qui vous écoutent attentivement. Qui piaffent d'impatience, exactement. Raphaël Glucksmann, ça peut être le deuxième homme dimanche prochain. Moi, j'aime bien un peu la statistique et l'histoire. Je note qu'en 2019, Yannick Jadot faisait 13,5 et que le PS faisait 6,2. Qu'aujourd'hui, Raphaël Glucksmann est donné à 13,5 et que la candidate écolo est un peu plus bas. Donc, je vois juste un système de vase communicant entre l'un et l'autre. Je ne vois pas de nouvel espace qui s'ouvre. Je rappelle que Yannick Jadot a été ensuite candidat à la présidentielle avec un succès qu'on sait. On n'a jamais vu une élection européenne déterminer le résultat de la présidentielle 2 ou 3 ans après. Jamais. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Messieurs, dames, d'avoir analysé les enjeux de ce scrutin. Et donc, on prend date pour voir si tous les pronostics, commentaires seront vérifiés. Si, vous avez fait l'éloge de Raphaël Glucksmann. N'essayez pas de vous simuler comme un responsable politique. Charles Consigny, merci Yael Gauche, chef du service politique d'Inter. Merci Neila. Merci Gilles Finkelstein pour la Fondation Jean Jaurès. Et merci Charles Consigny, avocat. Plus d'arbres, moins de voitures. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok, Instagram et Instagram. Partagez la vidéo et je vous dis à plus tard.